Effectivement, ces dernières années, le Maroc connaît un chantier de réforme fiscale très important, un chantier qui fait suite à celui des années 80, où il y a eu la plus grande réforme fiscale que nous avons connue et qui a tracé un peu les grandes lignes les grands axes même du système fiscal actuel, avec 4 grands impôts: l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la TVA et les droits d'enregistrement et de timbre. Alors après quelques décennies, on a évidemment essayé de faire le point avec un peu les différentes limites que nous ressentions de part et d'autre, du côté administration fiscale pratique, aussi du côté du management politique en termes de mobilisation de ressources, évidemment, aussi du côté des opérateurs économiques qui ont évidemment certaines remarques par rapport à cette évolution de notre système fiscal. Donc en mai 2019, juste avant la crise, nous avons tenu des assises à Skhira sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et ces assises ont permis de tracer les grandes lignes de la réforme fiscale à venir. Malheureusement, Covid oblige, on a été obligé de décaler un peu pour sortir une loi cadre en juillet 2021. Et donc qui trace un peu les objectifs de réforme pour les 5 années à venir. Cette loi cadre, elle a d'important parce qu'elle donne aussi bien aux politiques qu'à l'administration, d'accord, le même terrain que nous pouvons évidemment présenter au Parlement pour justement guider les axes de la réforme. Pendant ces 5 années, donc depuis 2019, 2020 déjà, 2021, 2022, nous avons déjà entrepris pas mal de réformes, notamment pour les très petites entreprises, très petits contribuables. Donc ce qu'on appelle la contribution professionnelle unique, on a essayé de rassembler tous les impôts et taxes que paie une personne physique individuelle, très petite entreprise, en un seul impôt, avec en prime abord la cotisation sociale, une couverture sociale généralisée. Ce qui nous fait dire que cette réforme fiscale, elle va de pair avec le chantier stratégique impulsé par Sa Majesté et celui de la couverture sociale généralisée. Alors, depuis, et surtout l'année dernière, c'est-à-dire cette loi de finances, on a commencé les réformes des grands impôts. Donc cette année, 2023, elle a connu la réforme de l'impôt sur les sociétés, avec un objectif d'atteindre d'ici 2022 un taux de droit commun unique pour tout le monde de 20%. Et là, je dois dire, et pour rassurer un peu tous nos partenaires internationaux, que d'ici 2026, le taux d'imposition minimal de l'impôt sur les sociétés au Maroc sera de 20%, pas 15%, sera de 20%. En parallèle, on a financé cette réforme par la contribution progressivement plus importante des très très grandes entreprises, les 143 plus grandes entreprises du Maroc qui font plus de 10 millions d'euros de résultats annuellement. Donc ça nous a permis d'avoir de la visibilité et donner de la visibilité aussi aux opérateurs économiques et aux investisseurs futurs. Cette réforme, elle va se poursuivre évidemment cette année-là. Cette année-là, c'est le grand chantier de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée. Évidemment, votre question est très pertinente, Victor, parce que nous sommes dans un environnement très très particulier. Après Covid, il y a la guerre, les tensions inflationnistes, avec la TVA qui est une taxe sur la consommation, sur la valeur ajoutée, donc elle touche directement la poche des ménages. Le sujet va être très intéressant à débattre au niveau du Parlement. Mais tout cela, je vois que le temps s'écoule trop vite. Je veux juste annoncer des chiffres. On parlait là ce que vous avez présenter Catherine tout à l'heure. En 2019, juste avant la crise, nous avions une pression fiscale, et pour l'information, on ne compte pas les cotisations sociales, de 20,3. En 2022, on est à 22,6. Donc nous avons déjà gagné 2,3 de PIB. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Bien, et il faut nous en cantonner aux 5 minutes. Merci beaucoup. Vous l'avez fait. J'ai l'impression que là, nous venons d'aborder un certain nombre de questions. Avant de passer aux questions subsidiaires, nous allons écouter Raoul.
Raoul, j'ai une question qui ressemble à celle que j'ai posée à Samira. Raoul, pouvez-vous nous donner des exemples de ce qui a marché sur la base de votre expérience en Amérique latine? Et quel est le rôle du CIAT? Merci, Victor, d'avoir invité le Centre interaméricain des administrations fiscales. Merci. Et je remercie aussi le gouvernement et le peuple du Maroc. Merci d'avoir organisé. Merci beaucoup. Shukran. Je dois dire qu'il est intéressant d'entendre Catherine. Elle nous a présenté ce document récent. Et je vais vous parler d'un document récemment publié qui s'appelle le fardeau fiscal équivalent en Amérique latine de 1980 à 2020. Avec aussi la sécurité sociale, les contributions obligatoires sur les ressources naturelles ou d'autres ressources de recettes. Nous sommes passés de 17,3 en début de cycle et le fardeau fiscal a augmenté pour atteindre 21,9, donc plus de 5% de plus par rapport aux années 90, pardon, pas 80. Et en moyenne, on va voir une grosse différence entre le Brésil. Avec le Guatemala, il y a un écart énorme. Donc généralement, je dirais que l'augmentation est forte. Maintenant, quand on prend en compte ces impôts, par exemple, et la TVA est un impôt très important, qui est passé de 3,2% en 1990 à 7% en Amérique latine en 2021. Comme l'a dit Catherine, cela veut dire qu'on a augmenté par 2 ce chiffre, et ça peut être fait. Les chiffres le montrent. Et maintenant, du côté TVA, il y a convergence avec les économies développées. Et je dois dire que c'est exactement la même chose. Nous allons sur le même chemin. Bien sûr, il y a toujours l'évasion fiscale. Mais cependant, deuxième augmentation, c'est l'IR et l'impôt sur les entreprises. Bon, là, encore une fois, augmentation de 100%. Et maintenant, sur l'IR des personnes, nous avons augmenté de 84% les niveaux par rapport à 1990. Et un quart de certains contribuables. En tout cas, quelles sont les raisons à tout cela? De meilleures politiques, bien sûr, un meilleur système fiscal, mais en particulier, c'est l'administration. Nous avons amélioré l'administration fiscale, ce qui veut dire qu'il me faut parler maintenant d'un aspect très important. Déjà, ce qui compte, c'est de regarder la partie sud de l'Amérique du Sud. Et nous avons une certaine forme d'autonomie là. Nous avons des ressources garanties pour nos investissements et nous avons professionnalisé l'administration fiscale. Nous pouvons avoir maintenant de vraies carrières. Nous sommes résilients au gouvernement qui change pour le personnel qui travaille au Trésor. Nous avons des personnes compétentes, nous avons des développements des compétences, des personnes bien formées et nous avons amélioré nos procédures. Et nous utilisons aussi la technologie. Nous pourrons peut-être parler de la technologie un peu plus tard. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de la question, je dirais quel est le rôle du CIAT et quel est le rôle d'autres agences de développement? Eh bien, la première chose que l'on peut faire, en fait, c'est que nous pouvons être là, parler ensemble de toutes ces expériences, et ça, c'est déjà très bien. Et avec, comme le dit un sage, on peut apprendre des réussites, mais aussi des choses qui ne marchent pas très bien. Par exemple, nous savons tous que le développement de la facturation électronique a commencé au Chili en 2003, mais il leur a fallu 10 ans pour pouvoir avoir un système obligatoire. La Colombie l'a fait, par contre, très rapidement. Et ceci en 2 ans, parce qu'eux, ils ont appris de l'expérience d'autres États, d'autres pays. Ils l'ont fait plus tard, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu faire une belle amélioration. Oui. Ça, c'est fondamental et on sait qu'au-delà des recommandations, ce que l'on peut faire, c'est faire quelque chose et j'insiste sur l'importance des centres régionaux, du FMI en Amérique latine, le CATAC et le CATAC. Félicitations, c'est très important. D'autres outils comme TADAT et ce que nous voyons qui fonctionne pour aider les pays comme on le fait au CIAT avec des projets spécifiques d'amélioration des capacités. Et au-delà de cela, nous développons des outils qui peuvent être utilisés, par exemple DIP, qui est un outil que peuvent utiliser les administrations fiscales entre elles pour échanger des informations
sur les sources disponibles d'informations publiques dans certains pays, ou bien DEC, qui est un outil que l'on a développé, qui est disponible pour n'importe quelle administration fiscale du monde, pas simplement les pays membres du SIAT, qui vont aider les administrations à collecter la TVA dans des activités sans présence physique pour les grandes entreprises. Et donc ça, je vous rends la parole et je m'en suis tenu à mes 5 minutes. Merci infiniment. Raoul, ce qui m'épate le plus dans tout ce que vous avez dit et qui est très important, c'est que vous vous êtes rappelé une conversation que l'on vient d'avoir où j'encourageais mes co-intervenants à se concentrer sur les points positifs parce que l'apprentissage positif, c'est une meilleure motivation, mais c'est vrai que j'ai cité Bismarck, le chancelier, concernant l'importance d'en apprendre des erreurs des autres. Et donc, selon certaines sources, on a demandé à Bismarck « Que pensez-vous du fait d'apprendre de ses propres erreurs ?» Et Bismarck, un homme assez vigoureux, d'ailleurs, un homme gigantesque physiquement, il aurait répondu « Je ne suis pas d'accord » et il a frappé de son poing de fer sur la table et il a dit « Un sage apprend des erreurs des autres ». Bon, ce qui est extrêmement bien trouvé. Il y a 2 sujets qui sont ressortis forts et clairs de la conversation et je crois qu'il faudrait que l'on passe maintenant à l'échange. Tout le monde, y compris Catherine, a évoqué l'importance du temps, l'importance qu'il y a à avoir un engagement, un dialogue durable. Quand je vous ai interrompu de façon très grossière, Mirza, vous alliez parler des expériences récentes en Géorgie avec la stratégie de recettes à moyen terme, MTRS, et je crois que vous alliez expliquer en quoi cette dimension temporelle avait eu un rôle à jouer en Géorgie. Vous pourriez expliquer? Oui, merci beaucoup. En gros, je vais continuer, je vais reprendre là où je m'en suis arrêté tout à l'heure parce que j'expliquais à quel point il était difficile. Il était facile de garder un taux de fiscalité sur PIB et j'en venais à la question de la SRMT et de l'administration fiscale. Et puis, dans les politiques fiscales, il faut s'assurer que vous ayez une administration performante de façon constante, mais il est aussi difficile de conserver ce ratio impôt sur PIB parce qu'il y a des tendances, la démographie, le changement climatique, peut-être quelque chose de différent qui vient limiter la capacité qu'il y a à conserver ce ratio impôt sur PIB. Avec le vieillissement démographique, moins de personnes payent des impôts et par contre, il y a une hausse des dépenses sociales, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager sur le long terme. Cela crée des écarts entre la politique fiscale et la politique de dépenses. Et maintenant, la Géorgie est en train de travailler sur l'analyse de viabilité à long terme. Et en même temps, on étudie la stratégie SRMT avec les dépenses fiscales. Et très prochainement, en 30 secondes, je vais parler de chaque sujet. Et donc, la viabilité à long terme et l'analyse de viabilité à long terme avec l'aide du DFP permet de voir à quel point l'écart s'accroît entre les politiques de recettes et de dépenses à l'avenir. Et la stratégie de recettes à moyen terme nous permet de relever ce défi à moyen terme. On identifie l'écart entre recettes et dépenses et on essaie de trouver des façons de lutter contre cela à moyen terme, peut-être avec la politique fiscale et aussi avec une réforme de l'administration. Autre sujet à évoquer, c'est la dépense fiscale. Les exonérations fiscales réduisent l'assiette et il est toujours important d'analyser leur efficacité. Est-ce que c'est bon pour assurer les efforts les objectifs de finances publiques d'avoir ces exonérations et ces niches? Et donc, avec l'aide de la
division de la politique fiscale du DFP, du FMI. Nous y travaillons. Et puis, nous travaillons sur l'IR et le TVA et les dépenses fiscales. Nous avons calculé combien on perd au budget avec ces exonérations. Et nous pouvons estimer la performance de ces exonérations. Cela permettra d'ouvrir la voie d'optimisation de ces niches et cela permettra d'assurer la viabilité des finances publiques. Merci infiniment, Samir. Sur l'un des sujets que l'on a retrouvé dans toutes les présentations, c'était l'importance du numérique et de la numérisation. Il y a de bons exemples en Afrique de sauts de génération, des cas où des pays ont pu utiliser des technologies, pas pour reproduire ce qui avait été fait autre part, mais en fait pour être tout à fait innovant dans la façon de construire et de renforcer les capacités fiscales et de renforcer l'administration fiscale. Est-ce que vous souhaiteriez en parler, Samira? Oui, tout d'abord, j'aimerais simplement rebondir sur un point qu'il a évoqué tout à l'heure. De notre expérience en travaillant, nous avons 42 pays, dont 35 sont membres de notre assistance technique. Et par cela, nous avons découvert que les pays qui ont un bon lien entre dirigeants et administration fiscale et une administration fiscale plus performante. Je vais vous donner l'exemple de la Namibie qui a un ratio impôt sur PIB de plus de 30%. C'est une valeur unique en Afrique et on peut attribuer ce succès à la bonne relation entre le ministère et l'administration fiscale. Et puis, concernant le numérique, je crois que beaucoup de pays en Afrique sont passés vers une amélioration et une modernisation de leur administration fiscale. Et l'un des grands domaines pour cela est d'améliorer la base de données des immatriculations fiscales parce que, comme l'a dit Catherine, il y a une assiette assez étroite et comme le processus d'enregistrement d'immatriculation n'est pas aux normes pour faire en sorte que tous les contribuables qui devraient être inscrits soient effectivement inscrits et aussi qu'on n'est pas dans la base de données d'assiette ceux qui ne devraient pas y être. Mais bon, en numérisant, dématérialisant les choses, et en s'intégrant avec d'autres services de l'État, on peut améliorer l'exactitude et l'adéquation de vos registres fiscaux et vous pouvez les actualiser pour qu'ils soient constamment exacts. Et donc, vous pouvez recouvrer l'impôt et améliorer le contrôle, les processus de contrôle et les processus de gestion du risque. Les analytiques de données jouent un grand rôle, mais la façon dont on utilise ces analytiques pour améliorer les contrôles et les processus de risque, ça, c'est fondamental. Et la TAF a apporté beaucoup de soutien dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et l'amélioration des contrôles en utilisant des analytiques de données pour identifier les risques. Merci infiniment. Alors, poursuivons ces questions et réponses rapides. Younes, souhaiteriez-vous nous parler de la dimension temporelle dans le processus de réforme fiscale ou bien de l'utilisation de la technologie, ou même les deux peut-être? La chose la plus importante, je pense, c'est d'avoir une vision claire de là où nous sommes actuellement, où est-ce qu'on veut aller à moyen terme et à long terme. Et je pense, grâce à la loi cadre adoptée en 2021, elle nous donne la possibilité et l'opportunité d'avoir une vision partagée entre les différents opérateurs, que ce soit politiques, économiques et également l'administration fiscale. C'est un terrain d'entente sur lequel on travaille ensemble. Et on a travaillé ensemble bien avant les assises et sur lequel on travaille ensemble pour la mise en œuvre de la réforme. Mais évidemment, comme vous l'avez si bien signalé, partout d'ailleurs autour de cette table, il ne sert à rien d'adopter des mesures, des dispositions que l'administration fiscale ne saurait appliquer d'une manière générale. C'est pour ça que, en parallèle avec toutes les réformes fiscales, il y a une réforme de l'administration qui doit aller de pair, une réforme continue, qui n'avance pas, recule, comme on dit. Donc, évidemment, au Maroc, on pense que évidemment, les 4 grands piliers de tout système fiscal performant, c'est d'abord une législation claire, transparente,
qui assure la sécurité de l'acte d'investir et de l'acte tout simplement d'être un contribuable, des ressources humaines qualifiées, engagées et motivées, et alhamdoulilah, on n'en manque pas à la DGI. Et troisièmement, des process clairs qui connaissent et étudient très bien l'action de l'administration pour essayer de comprendre. Je donne un exemple. Il faut, à mon avis, essayer de rompre avec une vision classique, de toujours un contrôle a posteriori. Ce qu'on essaie de faire, c'est, à travers une compréhension globale des pertes fiscales que nous essuyons cette année, essayer de comprendre pour essayer de donner une réponse à la fois législative et administrative des niches de fraude fiscale. Cette année-là, nous avons adopté des mesures, parce que nous avons vu évidemment la réussite de la retenue à la source, des mesures de retenue à la source sur différents sujets. Et les prévisions actuelles, nous sommes à mi-chemin de l'année, nos prévisions actuelles, on va probablement atteindre les 2 milliards de dirhams, les 200 millions de dollars, ce qui équivaut aux recettes générées par l'impôt sur les revenus de toutes les personnes physiques. Vous imaginez, en une année, on peut avoir le double. Donc nous avons des taux de croissance, l'IR foncier de 185%, les recettes sur les retenues des professions libérales que nous avons dépassé les 600 millions de dirhams, etc. Donc le plus important, c'est vraiment de comprendre le process. Et essayer d'adresser les solutions adéquates. Mais évidemment, last but not the least, c'est le SI, le système d'information. Évidemment, la digitalisation de l'économie, c'est à la fois un challenge et une opportunité pour une administration fiscale que nous sommes. Un challenge parce qu'elle nous impose, d'accord, d'être toujours au top niveau de ce qui se passe à l'international. Et à ce cadre-là, je ne peux que remercier évidemment la coopération de l'AMF qui nous assiste dans ce sujet-là, nos collègues de l'ATAF et du SIAT, avec qui évidemment nous entretenons des relations privilégiées sur lesquelles on travaille sur des sujets pratiques et pragmatiques pour aller de l'avant. Donc encore une fois, la digitalisation c'est une opportunité et un challenge. Un challenge, on va l'adresser ensemble dans un cadre international. Donc le Maroc est parmi les supporter de la solution à 2 piliers de l'OCDE, s'est même engagé à ne pas adopter de mesures fiscales particulières pour taxer les revenus. Cette année-là, nous allons adresser, évidemment avec votre support, je vois Juan ici, la taxation, les ajustements nécessaires pour appréhender mieux la taxation du service digital d'une manière générale. Mais en parallèle, tout ce que offre la digitalisation en opportunité, en traitement de données, en intelligence artificielle, c'est quelque chose que l'administration fiscale, évidemment, comprend et adresse. Nous estimons que dans les algorithmes actuels de big data et d'intelligence artificielle, il faut la donnée. Et la donnée, je pense que les administrations fiscales elles sont les plus à même d'avoir les données nécessaires et suffisantes pour tous les machine training, etc., qui peuvent nous aider, in fine, à d'abord comprendre où nous sommes pour assurer une meilleure projection de nos réformes et surtout, sur le terrain, un meilleur ciblage et meilleurs résultats de nos contrôles fiscaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai trouvé l'accent que vous avez mis sur l'interaction entre la dimension humaine et la technologie comme quelque chose de véritablement fondamental. Après avoir contribué à cet échange rapide, je vais revenir devant chacun d'entre vous, y compris Catherine, pour vraiment un enseignement de 30 secondes à retirer de ce débat de politique. Et à ce stade, je vais commencer par Raoul. Raoul, vous aurez 2 créneaux d'affilée. Donc, que souhaitiez-vous dire au débat sur la dimension temporelle des réformes et aussi le rôle crucial de la technologie?
Eh bien, je vais vous ôter les mots de la bouche sur le levier digital. Bien sûr, on peut considérer que le succès dans les administrations fiscales en Amérique latine de ces dernières années peuvent se fonder sur le personnel, les processus et la technologie. Nous avons des déclarations fiscales dématérialisées dans presque tous les pays pour la plupart des impôts. Dans certains pays, c'est même la seule façon de déclarer. Il n'y a plus de déclaration papier. Vous n'êtes pas autorisé à faire des déclarations papier. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et puis, cela éloigne vraiment l'administration fiscale d'une vue de grands bureaucrates qui vont au bureau de 9 h à 17 h, qui fonctionnent un peu comme une banque. Et là, c'est plutôt 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est permanent. Et il faut ajouter à cela maintenant ce que l'on appelle les contrôles permanents, notamment avec la facturation électronique. Dans chaque transaction, l'administration fiscale, bon, là, ça dépend des modèles. Dans des cas tels que l'Équateur, vous avez jusqu'à 24 heures, mais il faut environ 10 secondes pour que ce soit envoyé à l'administration fiscale ou au Brésil ou en Colombie. Il faut d'abord déclarer à l'administration fiscale avant de faire la transaction. Donc, vous avez tout dans l'économie et bien sûr, vous pouvez surajouter toutes ces factures et les comparer aux déclarations. Ça, bien sûr, c'est une première étape évidente. Mais on peut aller au-delà de cela et utiliser cela pour la gestion du risque et même préparer une déclaration pré-remplie. Et selon l'IFRS 17, on a commencé à pré-remplir les déclarations de TVA en proposant aux contribuables de faire leur comptabilité d'entrée et de sortie de TVA pour eux. Et donc, 93% des contribuables au Chili l'acceptent, cette déclaration pré-remplie de TVA, ce qui est impressionnant. Et actuellement, l'Équateur, le Pérou utilisent ces déclarations pré-remplies et d'autres aussi, d'autres pays. Et puis, vous pouvez utiliser les informations de la facturation électronique pour venir pré-remplir les déductions au titre de l'IR. Et ça, c'est quelque chose qui... de l'IS, pardon, ça ne concerne pas simplement la TVA, c'est aussi les déclarations d'IS qui sont faites avec cela. Et donc, ça, c'est une évolution très importante dans l'écosystème technologique sur laquelle on peut capitaliser. Et puis, oui, désolé vraiment, mais il va falloir maintenant que vous preniez vos 30 secondes. Alors oui, alors pour ça, et là, je vais reprendre ce qu'a dit Samira, les analytiques avancées et l'intelligence artificielle, il va falloir l'utiliser dans l'administration fiscale, on ne peut pas l'éviter. Il faut utiliser toute l'information que l'on a. Il va falloir l'utiliser. Mais il y a un grand mais. Il faut utiliser aussi l'IA traditionnelle, l'apprentissage machine, etc., pour la gestion des risques, pour l'automatisation des processus. L'utilisation de ce nouveau type d'IA générative, comme ChatGPT et compagnie, là, il va falloir qu'on soit beaucoup plus prudent avec cela, parce que si on essaye de mettre cela en production immédiatement dans nos processus, là, peut-être que ça aura un effet de loupe énorme. Donc, il faudra éviter de grandes erreurs. Mirza, votre enseignement. Merci beaucoup. De mon côté, ce que je retire de cette discussion, c'est quelque chose que l'on a évoqué. Il faut vraiment tirer des enseignements des expériences des autres pour voir quelles sont les réussites des uns et des autres. Ça, c'est très important. Et en gros, ça ne représente pas beaucoup de temps pour parler de ces grandes questions de politique fiscale et d'administration fiscale. Et donc, il faut être très sélectif dans les sujets que l'on évoque. Mais peut-être que tous les intervenants seront d'accord pour dire que le numérique est important. Il est important d'utiliser toutes les technologies disponibles, les analytiques de données, de collecter les bonnes données pour les analyser comme il faut. Et ensuite, on peut être plus sélectif dans la façon dont on utilise le temps de notre personnel dans les administrations sur les questions administratives. Samira. 30 seconds. Bien, nous vous écoutons. Vous avez 30 secondes. Merci, Victor. Deux choses. Le lien entre l'administration fiscale
et les décideurs politiques de la fiscalité, c'est essentiel pour des réformes efficaces qui se passent rapidement ou de façon efficace. Parce qu'il faut du temps pour ces réformes fiscales. Deuxièmement, il s'agit de saisir les opportunités du numérique. Cela peut varier d'un pays à l'autre. Et cela dépend des contraintes budgétaires qu'il faut aborder en premier notamment, mais cependant les pays doivent commencer déjà leur chemin vers le numérique. Merci. Younes. Nous avons échangé sur des sujets très importants et nous avons vu l'importance de la vision de réforme en fonction des challenges auxquels tout le monde fait face ces derniers temps. Je voudrais juste peut-être faire le point sur le débat actuel en matière de taxation des multinationales, le cadre inclusif de l'OCDE, et juste pour attirer l'attention sur l'importance de la coopération internationale. C'est très très important, nous ne pouvons pas, aucune administration ne peut y aller toute seule, particulièrement les pays en voie de développement. La solution à 2 piliers auxquels le Maroc évidemment adhère est une solution très importante, mais c'est une solution qui représente également des défis très très importants pour des administrations fiscales comme la nôtre, en termes évidemment techniques, en termes de mise en œuvre, en termes également même de négociation, parce que dans le détail, évidemment ça pourrait nécessiter un autre débat, le montant B en lui-même nécessite évidemment des discussions et des négociations très importantes, et j'espère que les pays, des administrations des pays comme les nôtres, évidemment, vont s'en tirer avec de bons résultats. Merci. Merci à vous. Catherine. Catherine. Merci beaucoup, Victor. Alors, il y a 4 choses, et j'ai 30 secondes, je vais voir si j'y arrive. Premièrement, ce que j'aime bien, c'est que nous avons mis en exergue les liens entre les politiques fiscales et l'administration fiscale. Effectivement, il faut être à la pointe du progrès, parce que sinon, on fait un recul en arrière très rapidement. Et ça, c'est difficile. Vous avez utilisé 20 secondes. Deuxièmement, avoir un plan, une stratégie. L'importance de la TVA, qu'on peut multiplier par 2, et le numérique est très important comme levier, mais il faut savoir où on peut l'utiliser. Magnifique. Eh bien, 30 secondes pour moi, mon tour. Et ceci pour vous dire que ce dont nous avons parlé, tous ces thèmes, voyez-vous, c'est-à-dire le thème de la capacité, c'est essentiel pour que les pouvoirs publics puissent agir, mais aussi pour qu'au niveau national, le système fonctionne pour un développement durable et inclusif. Et il me reste 22 secondes. Mais je ne vais pas les prendre. Je vous remercie, mesdames, messieurs, chers orateurs. Merci pour ce très intéressant débat. Merci.